Bonjour, on va regarder cet exercice qui a été posé récemment à l'oral de l'XESPCI en filière PC et vous trouverez en lien dans la description la vidéo où un candidat raconte son expérience sur cet exercice et raconte surtout son expérience avec un examinateur dont l'attitude est pour le moins discutable. Mais mon propos dans cette vidéo est de me concentrer sur l'exercice, puisqu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas le pouvoir d'agir. Donc, dans cet exercice, on considère les fonctions dérivables sur l'intervalle R plus étoile à valeur réelle qui vérifient cette relation pour tout x strictement positif f de x égale x fois f' de x sur 2. Ce n'est pas tout à fait une équation différentielle, puisque f et f' ne sont pas évalués au même point. Donc ça ressemble un petit peu à une équation différentielle. On pourrait parler plutôt d'équation fonctionnelle, la classe plus générale des problèmes, dont l'inconnu est une fonction. Et donc il ne s'agit pas forcément de résoudre complètement cette équation, mais plutôt de montrer que l'ensemble des solutions, qui est évidemment stable par combinaison linéaire, est de dimension infinie, c'est-à-dire de montrer qu'on peut trouver une infinité de solutions linéairement indépendantes. Alors, dans la vidéo, le candidat explique que l'examinateur lui a suggéré de chercher les solutions développables en série entière. Et c'est vrai que c'est une méthode qu'on voit parfois pour résoudre certains problèmes qui lient les dérivés de la fonction inconnue quand les coefficients sont des polynômes de petit degré en x. Je vais écrire le type d'équation différentielle très classique. Par exemple, ça c'est une équation différentielle, je ne sais plus si c'est x carré moins 1 ou 1 moins x carré, avec une équation différentielle qui a ça au signe près sur les coefficients. On fait apparaître notamment les polynômes de Tchebychev et leur généralisation. Donc c'est pas du tout surprenant d'entendre ce genre d'indication. Cela dit, une chose qu'on peut remarquer, c'est que si on prend un terme de la forme x puissance n, par dérivation, ici on va obtenir du x puissance n moins 1 fois un certain coefficient, et comme c'est multiplié par x, on va retomber sur du x puissance n. Par conséquent, les différents degrés ne vont pas se mélanger comme c'était le cas dans l'équation différentielle que j'avais indiquée précédemment. Ce qui veut dire que si on raisonne par analyse synthèse à partir de ce problème, à partir d'une somme de séries entières, les relations qu'on va obtenir sur les coefficients, ce sera juste entre un coefficient et lui-même. On n'aura pas de relation de récurrence. Et en fait, je ne vois pas l'intérêt de chercher une série entière, alors que finalement la question, ça serait plutôt quelles sont les valeurs de n pour lesquelles la fonction définie par x puissance n est une solution. Alors je propose qu'on regarde ça, c'est-à-dire qu'on prenne une fonction f de la forme x donne x puissance n, qu'on calcule le membre de gauche moins le membre de droite, qu'on regarde ce que ça vaut. Donc, f de x moins x f' de x sur 2. Notez que je ne suis pas en train de raisonner par analyse synthèse, je suis juste en train de faire les calculs et à la fin, on verra à quelles conditions cette fonction est solution du problème. Donc moins x, quand on dérive x puissance n, ça donne n x puissance n moins 1, sauf qu'ici c'est x sur 2 à la puissance n moins 1. Ça vaut donc x puissance n facteur de 1 moins n sur 2 puissance n moins 1. Et on voit que pour que la fonction f soit solution, d'ailleurs f, je suis en train de me rendre compte que f puissance n serait un meilleur nom, pour que f puissance n soit solution, ça équivaut à ce que n soit égal à 2 puissance n moins 1. Et bon, des entiers comme ça, on peut en trouver quelques-uns. On peut voir que n égale 1 fonctionne, que n égale 2 fonctionne aussi. Et on doit pouvoir assez rapidement se convaincre qu'au-delà, ça n'est plus possible. Pour une raison simple déjà, c'est que si on prend n supérieur ou égal à 3 impair,
n ne peut pas être égal à 2 puissance n-1, puisque 2 puissance n-1 à ce moment-là est un nombre pair. Si n est... Alors pour n égale à 1, il se trouve que 2 puissance n-1 est un nombre impair, mais n aussi. Mais donc dès que... Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait une fausse manip, mais je crois que c'est revenu. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, si n est impair, donc ça n'arrive pas. Et si on prend un entier n supérieur ou égal à 4 pair, ben, n il va être strictement plus petit que 2 puissance n-1, et ça doit pouvoir se démontrer par récurrence. Tout simplement, ou même pas forcément par récurrence. Si j'écris 1 plus 1 à la puissance n-1, 2 puissance n-1, ça va être égal à 1 plus n-1 plus le reste de ce que donne la formule du binôme, la somme des k parmi n pour k variant de 2 à n, et ça c'est strictement positif. Donc en fait, je n'avais même pas besoin de supposer que n soit pair ou impair. Il y a une raison très simple qui fait que 2 puissance n-1 est strictement plus grand que n. Maintenant, j'essaye de comprendre pourquoi... Ah pardon, ici la somme c'est jusqu'à n-1, et c'est pour ça que quand n est égal à 2, ce terme-là n'apparaît pas. J'étais en train de me demander où était le problème. Bon, bref, tout ça pour dire que l'étude des fonctions développables en série entière fait intervenir, donne que parmi les fonctions développables en série entière, celles qui marchent sont celles dans l'espace engendré par F1 et F2. Et puis, c'est tout, on a seulement trouvé 2 solutions linéairement indépendantes. Comment est-ce qu'on va faire maintenant pour en trouver plus? Alors, l'examinateur suggérait d'introduire la fonction qui envoie t sur f de exponentielle t, et puis de traduire le problème sur la fonction n en un problème sur la fonction g. Pourquoi pas, mais à vrai dire, je ne vois pas tellement ce qu'on gagne à faire ça. Moi, j'ai pensé plutôt à autre chose. C'est que cette histoire que quand on dérive, on remultiplie par x après et on doit rester dans le même ordre de grandeur, ça m'a amené à me poser la question de est-ce qu'on pourrait généraliser x puissance n avec d'autres exposants que des entiers? Et même, en fait, d'autres exposants que des nombres réels. Je me suis dit, plutôt que de chercher sous la forme x donne x puissance n, je me suis dit, je pourrais chercher sous la forme x puissance alpha, où alpha est un nombre complexe. Alors, sauf que élever un nombre réel à une puissance complexe, ça n'a pas forcément de sens. Par contre, cette expression exponentielle alpha log de x, ça a un sens. Et d'une certaine manière, ça rejoint un petit peu effectivement l'indication de l'examinateur de chercher une fonction appliquée à log de x. Donc, l'idée, c'est de définir pour un nombre complexe alpha la fonction qui, cette fois, est à valeur dans C, de chercher les fonctions à valeur dans C, et si on trouve une infinité de fonctions linéairement indépendantes à valeur complexe, leur partie réelle et leur partie imaginaire, qui seront solutions aussi du problème, nous fourniront une infinité de fonctions linéairement indépendantes. Alors il se peut qu'entre elles, il y ait des dépendances linéaires, mais l'espace engendré est de dimension infinie de toute façon. Donc je prends cette fonction qui envoie x sur exponentielle alpha log de x, et comme précédemment, je vais chercher une condition nécessaire et suffisante pour que ce soit une solution. Et en fait, le problème va être le même, c'est-à-dire que si je prends un x strictement positif, g alpha prime de x vaut 1 sur x exponentielle alpha log de x. Et si maintenant je forme g alpha de x moins x g alpha prime de x sur 2, je vais obtenir donc exponentielle alpha log de x moins x fois, alors attention, je remplace x par x sur 2, ça va donc faire 2 sur x exponentielle alpha
log de x sur 2, donc ça va faire alpha log de x moins alpha de log de 2. Et si je mets en facteur exponentiel alpha log de x, il reste 1 moins 2 exponentiel moins alpha log de 2. Comme ceci, ce qui rejoint ce qui rejoint tout à l'heure, c'était le n sur 2 puissance n-1. J'imagine que ça doit revenir à ça. Oui, le n-1, il vient du fait qu'il y a le 2 en facteur. Et donc finalement, G alpha est solution du problème qui s'est posé si et seulement si 2 fois exponentielle moins alpha log de 2 est égal à 1. J'ai dû oublier quelque chose. Oui, j'ai oublié le alpha en facteur, en dérivant. J'ai oublié le alpha en facteur. Et donc l'équation est satisfaite. Là maintenant, ça commence à ressembler plutôt au n sur 2 puissance n-1. Donc finalement, la question devient de trouver une infinité de alpha, de montrer que cette équation d'inconnu complexe alpha possède une infinité de solutions. Et après, il s'agira de vérifier que ces fonctions sont linéairement indépendantes. Et à vrai dire, je vais commencer par ça. Je vais justifier que les g alpha sont des fonctions linéairement indépendantes. Mais ça, c'est quelque chose de classique. Si j'appelle h alpha la fonction qui envoie t sur exponentielle alpha t, il est classique que ces fonctions soient toutes linéairement indépendantes. Et la raison à ça, elle est liée à l'opérateur de dérivation. Si je prends l'opérateur de dérivation donc, qui envoie une fonction sur sa dérivée, eh bien, il est classique que le noyau de D moins alpha identité, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de y' moins alpha y égale 0, c'est la droite vectorielle complexe engendrée par la fonction h alpha. Et ça, c'est ce qu'on appelle un espace propre. Donc, les fonctions h alpha sont des vecteurs propres de cet endomorphisme D pour des valeurs propres toutes distinctes. Et c'est un résultat classique que des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes forment automatiquement une famille libre. Donc, par conséquent, les h alpha forment une famille libre et quand on les compose avec le logarithme comme ceci, ça donne aussi des fonctions qui forment une famille libre. Par conséquent, l'espace engendré par les g alpha est de dimension infinie. Et plus généralement, si je prends une infinité de valeurs de alpha, l'espace engendré est de dimension infinie. Et si je prends leur partie réelle, leur partie imaginaire, ça engendre donc un espace de dimension infinie. Il ne nous reste donc plus qu'à justifier qu'il y a une infinité de solutions à cette équation. Donc, je vais réécrire cette équation. 2 alpha exponentielle moins alpha log de 2 égale 1. Et le but, donc, c'est de montrer qu'il y a une infinité de solutions complexes. On a déjà vu que dans les solutions réelles, il y a 1 et 2, mais on voudrait en trouver d'autres. Donc, pour ça, je vais introduire la partie réelle et la partie imaginaire de alpha. Et on va regarder, donc si j'appelle E cette équation, à quoi elle équivaut. Elle équivaut à, donc je vais diviser par 2, je vais mettre 1,5 à droite, ça va être U plus V, U plus IV, facteur de exponentielle moins I, U plus IV, log de 2, égale 1. Pourquoi j'ai mis un I, pardon? Il n'y a pas de I ici du tout. Voici donc l'équation. Et j'ai dit 1, mais c'est en fait 1,5. Donc maintenant, si on
écrit ça. Alors, je suis en train de me demander si j'ai raison de partir sous cet angle ou si je ne devrais pas plutôt partir sous l'angle module argument. J'ai l'impression que module argument, ça va être mieux. Donc, je vais changer mon fusil d'épaule. Là, les équations ne seront pas terribles. Donc, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais plutôt écrire mon alpha sous la forme R exponentielle Iθ. Pour un R, on va dire strictement positif. Et un θ, on verra dans R, dans moins pi plus pi, peu importe. Pour le moment, dans R. Donc, ça s'écrit. Allez, je laisse le 2. 2R exponentielle Iθ. Exponentielle. Ça va donc être moins R cosinus θ fois le logarithme de 2. Exponentielle moins IR sinus θ logarithme de 2 égale 1. Et donc maintenant, ça équivaut à ce que le module soit égal à 1. Et le module ici, c'est 2R exponentielle moins R cosinus θ log de 2. Donc que ceci soit égal à 1. Et que l'argument qu'on a obtenu ici pour ce nombre complexe, à savoir θ moins R sinus θ log de 2, que cet argument soit congru à 0 modulo 2π. Ce qui nous donne donc un système de deux équations, sachant que cette équation-là, il y a a priori une infinité de manières de la réaliser, et c'est vraisemblablement ça qui va nous donner une infinité de solutions. Donc, comment est-ce qu'on va traiter ceci? Et on peut remarquer que dans cette équation, on peut exprimer R en fonction de θ. Donc on va pouvoir extraire R en fonction de θ, réinjecter ça dans la première équation pour avoir un problème dans lequel une équation, ça va nous donner une équation d'une seule inconnue qui sera θ. Donc ça peut décemment faire un petit peu peur tout ça, mais R doit bien pouvoir s'extraire. Je propose qu'on regarde donc, quelque chose qui ne va pas être équivalent à E, mais qui va être un cas particulier, le cas où R vaut θ sur sinus θ log de 2. Alors notez que notre nombre complexe alpha, on le cherche dans... Donc j'ai mis... Mon alpha, on ne va pas le chercher réel. Les nombres réels, les solutions réelles, on les a déjà. Donc je vais restreindre mon θ à l'intervalle moins pi plus pi. Voilà, comme ceci. θ moins pi plus pi. Et je vais simplement chercher les solutions où R vaut ceci. Si ça se trouve, ça sera intéressant de regarder ce qui se passe si cette différence vaut plutôt 2π, plutôt 4π, plutôt 2kπ dans le cas général, mais je vais me contenter de ceci. Le but, c'est de trouver une infinité de solutions. J'aimerais voir si le système avec juste 0 ici, lui-même possède déjà une infinité de solutions. Donc je vais appeler E0. Et si j'ai pris θ entre moins pi et plus pi, c'est pour pouvoir diviser par sinus θ. Et en fait, je vais même le prendre dans 0π ouvert. Allez, on va essayer comme ceci. Et puis peut-être que plus tard, je le prendrai dans un autre intervalle. Peut-être que je prendrai en fait, en réalité, θ dans un intervalle de la forme kπ, k plus 1 fois pi. Entre deux multiples consécutifs de pi, pour être sûr que le sinus ne s'annule pas. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc on va essayer de réaliser ce système.
dans le cas où on prend ici 0 dans le membre de droite. Donc, dans ce cas-là, la première équation serait écrite 2 θ sur sinus θ logarithme de 2 fois exponentielle. Ça va donc faire moins R. Alors non, justement, le R, je le remplace par tout ça. Notez que le log de 2 se simplifie en exposant. Ça va faire moins θ cotangente de θ égale à 1. Voilà. Donc si j'arrive à montrer que dans chaque intervalle de ce type, cette équation possède au moins une solution, j'aurai trouvé une infinité de valeurs de θ, et pour chaque valeur de θ, le sinus θ sur sinus θ, il devrait être différent. Est-ce que R sera différent? En tout cas, à mon avis, le nombre alpha sera différent. Oui, le nombre alpha sera différent. Ça ne paraît pas si évident. Parce que dans ceci, si R est solution, si θ est solution, pour le même R, θ plus pi, θ plus 2pi va être solution du même problème. Donc ça ne paraît pas si évident. Donc il faudra voir si pour deux valeurs de θ différentes, si je prends θ et θ plus 2pi, par contre, le R va être différent. Effectivement. Effectivement. Si je prends θ plus 2pi, le R va être différent, ce qui fait que le alpha va être différent. Puisque θ plus 2pi, donc le sinus est le même, mais pas le numérateur. Donc effectivement, si je trouve une infinité de valeurs de θ différentes, solutions de cette équation, les R correspondants ne vont pas être les mêmes, donc les alphas correspondants ne vont pas être les mêmes. Donc il reste maintenant à vérifier que cette équation possède une infinité de solutions. On va regarder ça sur la page suivante. Donc voici l'équation. On cherche à la résoudre et on cherche à la résoudre pour une inconnue θ dans l'intervalle entre k plus pi et k plus 1pi. Et je propose qu'on montre que sur cet intervalle, cette équation possède une solution en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Ce que je fais, c'est que je vais noter toute cette quantité phi de θ. Et évidemment, phi est continu sur cet intervalle à valeur réelle. Donc, si je montre qu'en une borne, elle a une limite positive et à l'autre borne, elle a une limite négative, je pourrais conclure par le théorème des valeurs intermédiaires que dans cet intervalle, il y a au moins une solution et ça terminera la résolution de notre exercice. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est mais comment est-ce qu'on obtient la limite de phi aux deux bornes? Et puis, il n'y a pas de virgule ici. Alors, comment on va faire? Je propose qu'on regarde phi de kpi plus t. On simplifie cette expression, puis on verra ce qui se passe lorsque t tend vers 0 par valeur positive et quand t tend vers pi, ce qui reviendra à faire tendre 0 par valeur négative. C'est-à-dire que si je trouve la limite de phi en kpi à droite, ça reviendra à regarder la limite à gauche en kpi plus 1. Ça, du moins, ça devrait être à peu près le même principe. Donc regardons, ça fait 2 facteurs de kpi plus t. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce θ? Il n'y a pas de θ ici. Là, j'ai log de 2, c'est juste une constante, fois sinus de θ. Sinus de θ, c'est moins 1 puissance k fois sinus t, fois exponentielle, moins kpi plus t, fois cotangente, et la cotangente est pi périodique, donc ça fait cotangente de t.
Voici l'expression. Alors, je n'ai pas précisé quelle valeur de k je prends. Est-ce qu'on prend k égale à 0, k strictement positif? Je pense qu'on va prendre... on pourrait même se poser la question de la parité de k. Eh bien, je vais prendre k supérieur ou égal à 2 pair. Comme ça, on ne va pas s'embêter. Le moins 1 puissance k, il va juste valoir 1. Et dans cette expression, on va se concentrer. Le but, ça va être de faire tendre t vers 0. On se posera la question de avec quel signe. Donc, je vais me concentrer sur la partie pour laquelle il y a une limite finie non nulle, c'est-à-dire 2 facteurs de kpi plus t sur log de 2. Le moins 1 puissance k, maintenant, il vaut 1, puisque j'ai pris k pair. Je vais prendre aussi exponentielle moins kpi cotangente de t. Non, il va falloir faire attention. Ça, c'est justement la partie où il se passe quelque chose. On va prendre plutôt exponentielle moins t cotangente de t. On verra que cette partie-là possède une limite finie. Et la partie sur laquelle c'est un peu plus délicat, c'est la partie avec le sinus au dénominateur et exponentielle moins kpi cotangente de t. Et je vais tout de suite réécrire la cotangente comme cosinus de t sur sinus de t pour qu'on se rende bien compte de ce qui se passe. Donc mon but va être de faire tendre t vers 0. Donc si on regarde t cotangente de t, ça fait t sur sinus t fois cosinus t, et il est connu que t sur sinus t tend vers 1. Donc toute cette quantité tend vers 1 quand t tend vers 0. Et par conséquent, tout ceci tend vers 2 kpi sur log de 2, qui est une constante strictement positive. Donc ça, c'est la partie facile. La partie plus compliquée qui nous reste à étudier, c'est celle-ci. De trouver quelles sont les limites à gauche et à droite de 0, quand t tend vers 0. Pour ça, on va regarder ce qui se passe pour les t strictement positifs. On va dire t entre 0 et pi sur 2. Ça, c'est un intervalle sur lequel le cosinus et le sinus sont tous les deux positifs. Et par conséquent, cosinus t serait écrit racine carrée de 1 moins sinus carré de t. Ce qui fait que si je donne un nom à toute cette partie-là, que j'appelle maintenant h de t, pourquoi pas, ça pourrait être hk de t, ça ne serait pas une mauvaise idée de l'appeler comme ceci. Si je remplace sinus t par petit u, on est ramené à la quantité 1 sur u exponentielle moins kpi racine carrée de 1 moins u carré sur u, avec un u qui tend vers 0 par valeur supérieure. Et en fait, si j'étais malin, je prendrais plutôt du 1 sur sinus t. En fait, je vais réécrire ça exponentielle. Pardon. Si je réécris ça, 1 sur u exponentielle moins kpi racine de 1 sur u carré moins 1. Bon, j'ai envie de faire rentrer ça dans l'exponentielle en moins log de u. La question est de savoir ce qui se passe lorsque u tend vers 0. Donc notre 1 sur u carré va tendre vers plus l'infini. Et on sait que ce terme-là est largement prépondérant devant log de u dans cette somme. Donc c'est ce terme-là qui va dicter la limite. 1 sur u carré tend vers plus l'infini, on multiplie par moins kpi. Donc tout cet exposant tend vers moins l'infini, ce qui veut dire que ceci tend vers 0. Alors je parlais du signe, mais en fait ce qui m'intéresse, c'est que cette limite, donc ça c'est quand u tend vers 0 par valeur strictement supérieure, on trouve la limite 0.
Donc ça va être la limite de h de t quand t tend vers 0 par valeur strictement supérieure. Donc ce que ça nous montre, alors je sais que mon tableau est organisé de manière complètement désastreuse, c'est que h de t tend vers 0, qui est strictement plus petit que 1, lorsque t tend vers 0, comme ceci. Ce qui veut dire que la limite de ce côté vaut 0. Et il s'agirait de voir qu'en l'autre borne, la limite est plus grande que 1. Avec un peu de chance, ça va être plus l'infini. Je suis assez confiant pour ça. Et on pourra donc conclure, l'intervalle image contient au moins l'intervalle 0 plus l'infini. Par terme des valeurs intermédiaires, 1 est une valeur qui est réalisée. Alors comment on va faire ça? On va refaire le calcul. Là, je veux chercher la limite à droite de k plus 1 pi. En fait, ça revient à chercher la limite à droite de k pi. Et est-ce que c'est si simple que ça? Eh bien, c'est pas certain. C'est pas certain que ce soit aussi simple. Parce que là, j'ai pris un cas pair. On peut remarquer que pour la limite que j'ai cherchée, le signe de moins 1 puissance k n'avait aucune importance. Par contre, si pour la limite à droite, je trouve plus l'infini ou moins l'infini, le moins 1 puissance k va avoir une importance. Donc, pour le moment, je ne vais pas fixer la parité de k, et je vais garder le moins 1 puissance k. Donc, je pense qu'il est utile que je refasse de la place. Je vais mettre la vidéo en pause le temps de refaire de la place. Voilà, j'ai donc réarrangé mon tableau. J'ai rappelé qu'on a trouvé une limite nulle quand t tend vers 0 par valeur strictement positive. Et j'ai remis ici l'expression qu'on a obtenue avec cette partie-là qui a une limite finie. Une limite finie qui va être du signe de moins 1 puissance k. Il s'agirait de voir si cette quantité, lorsque t tend vers 0 de l'autre côté, par valeur inférieure, est-ce que ceci va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini? Et dans ce cas-là, on pourra ajuster la parité de k pour pouvoir garantir l'existence d'une solution, et ça nous donnera toujours une infinité de solutions. Donc pour ça, je vais prendre t, cette fois entre moins pi sur 2 et 0, de telle sorte que cosinus de t est strictement positif, sinus de t est strictement négatif. Et en fait, ça ne change rien au fait que cosinus t, c'est toujours racine carrée de 1 moins sinus carré de t. Donc ça change toujours rien. Donc, en fait, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui change dans mon raisonnement? Non, en fait. En fait, non, il n'y a rien qui va changer. Ah, je suis surpris. Bon, dans mon souvenir, il y avait quelque chose qui changeait. Ah bah si, le sinus t au dénominateur, maintenant il va tendre vers 0 de l'autre côté. Donc effectivement, quand je prends toute cette partie-là, j'ai déjà oublié comment je l'avais appelé tout à l'heure, mettons h de t. Ah oui, j'avais appelé u la quantité sinus t. Donc l'expression qu'on voit là-haut, c'est 1 sur u, exponentielle moins k pi, racine de 1 moins u carré sur u. La différence, c'est que quand je mets sous la racine carrée, le u est maintenant égal à moins racine carrée de u au carré. C'est ça la différence. Donc si je mets ça sous une seule forme exponentielle, ça va faire exponentielle moins k pi
racine carrée de 1 sur u carré moins u carré, moins 1 plutôt. C'est ça la différence. Il y a toujours moins log de u. Mais la différence par rapport au cas précédent, c'est que dans cette différence, le terme prépondérant tend vers plus l'infini et non plus vers moins l'infini. Par conséquent, tout ceci tend vers plus l'infini, ce qui fait, donc quand u va tendre, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis log de u ici? C'est log de moins u. Pardon. C'est, donc si je mets, alors attendez, donc si je mets 1 sur u, donc ce 1 sur u qui est là est négatif, donc je vais écrire plutôt moins 1 sur moins u. Alors on a vite fait de faire des erreurs de calcul. Hein. Ici c'est moins log de moins u. Cette fois je crois que j'ai la bonne formule. Donc ici, dans l'exposant, tout ceci tend vers plus l'infini. Donc l'exponentielle tend vers plus l'infini. Avec le signe moins, tout ceci tend vers moins l'infini quand u tend vers 0 par valeur inférieure. Donc quand t tend vers 0 par valeur inférieure, tout ceci tend vers moins l'infini. Et la limite de tout ceci va être plus l'infini ou moins l'infini selon la parité de k. Donc une fois sur deux, alors c'est quand k est impair que tout ceci tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand k plus 1 est pair. Donc c'est effectivement pour les cas pairs, que ça va être phi de k plus 1 fois pi plus t qui tend vers plus l'infini quand t tend vers 0 par valeur inférieure. Ce qui fait que sur cet intervalle-là particulier, entre k pi et k plus 1 pi, où k est pair, la fonction phi va prendre au moins une fois la valeur 1, ce qui va donner une valeur de θ, solution de ce problème. Pour une telle valeur de θ, on y associe une valeur de r. Et ce que j'affirme, c'est que, alors il se pourrait que plusieurs valeurs de θ donnent le même r. Mais θ et θ plus de pi ne donnent pas la même valeur de r. Et par conséquent, deux valeurs, donc soit on a deux θ qui ne sont pas congrus modulo de pi et qui donnent donc un alpha différent, soit c'est le même r mais pour des valeurs de θ qui ne sont pas congrus modulo de pi, donc ça va donner aussi des alphas différents. Donc d'avoir trouvé une infinité de θ, ça nous donne une infinité de alpha différents, et d'après les raisonnements dont j'ai parlé au début, les fonctions g de alpha correspondantes vont être des solutions qui forment une famille libre infinie, et ça permet donc de conclure que l'espace vectoriel des solutions à valeur complexe est de dimension infinie. Et si on prend les parties réelles et les parties imaginaires, ce sont des solutions à valeur réelle qui forment aussi un espace de dimension infinie. Alors bien évidemment, cette vidéo était très confuse parce que je n'ai pas présenté une résolution préparée en amont. Je vous ai vraiment présenté mon fil de réflexion avec mes tâtonnements, avec mes erreurs, avec mes hésitations, parce que c'est quand même comme ça qu'on fait des maths. Évidemment, j'aurais pu vous préparer une vidéo un peu plus léchée. Ce n'est pas le parti pris que j'ai choisi. Je m'en excuse ou pas. À vous de voir ce que vous préférez. En tout état de cause, merci d'avoir suivi cette vidéo et bon courage à Justin qui a partagé cet exercice. Et à un de ces jours.